Bonjour à toutes et à tous. Ce week-end, je me suis amusé avec une IA. Donc, je lui ai demandé d'imaginer la microbiologie des aliments. Et en fait, bon, elle m'a fait plein de propositions. L'IA, elle ne donne pas les résultats tout de suite comme ça, mais j'ai gardé celle-là. Je voulais vous la montrer parce que je la trouve vraiment hyper intéressante. Si vous voulez jouer à un petit jeu, c'est d'essayer de retrouver la bactérie qui est à gauche, là, dans le petit rond, dans l'image. Si vous essayez de faire cet exercice, vous allez vous confronter à quelques difficultés. La première, c'est que vous vous rendez compte que l'aliment là, qui est représenté, il est très complexe. On a même parfois du mal à savoir ce qui est plutôt alimentaire ou ce qui est plutôt microbiologique, donc on ne sait pas trop. La deuxième, c'est que y a d'autres micro-organismes qui sont représentés, en plus de celui qu'on cherche, et ils sont parfois plus nombreux que lui, et ils sont parfois donc majoritaires, et vont pouvoir le cacher. Et le troisième, c'est que je ne l'ai pas mis vraiment dedans, donc vous ne pouvez pas le trouver. Non, c'est pas vrai, en fait, il est là. Bref. Si vous avez fait cet exercice, en fait, ces difficultés-là de chercher ce micro-organisme, c'est un peu les mêmes difficultés que va rencontrer une méthode analytique en microbio. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler des performances des méthodes analytiques microbiologiques et vous donner un message qui est très simple, c'est qu'il existe un standard, la norme ISO 16140, qui vous permet de mieux comprendre et de mieux appréhender la performance de ces méthodes. Si vous parcourez les données qui sont dans le portail RASFF, vous serez aussi peut-être surpris que moi quand je suis tombé dessus, c'est que en fait on a une augmentation des notifications micro-organismes pathogènes en 2020 qui est en augmentation de 37%. 37% par rapport à l'année d'avant. Donc on a une augmentation de ces notifications, et parmi ces notifications, le risque le plus important, c'est Salmonella, avec une augmentation, lui, de 45% des notifications par rapport à l'année d'avant. Je regrette, il n'y a pas de données plus récentes, mais c'est le RASFF, c'est les dernières données qui sont disponibles. Ces chiffres-là, pour moi, ils évoquent un fait que la maîtrise des risques microbiologiques pour les industries agroalimentaires, aujourd'hui, c'est un défi quotidien. Ça l'a toujours été, mais j'ai le sentiment que c'est de plus en plus en fait, un défi de maîtriser les micro-organismes contaminants. Qui dit surveillance, dit méthode, et donc déjà la première question qu'un laboratoire peut avoir, quel que soit le laboratoire, c'est quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées. Dans la vie, il y a deux types de méthodes. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Les méthodes validées, les méthodes non validées. En fait, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour les méthodes microbio, en tout cas, on a l'habitude de faire aussi la distinction entre les méthodes de référence et les méthodes alternatives. Les méthodes de référence, je les ai mises entre les deux parce que parfois elles sont validées, parfois elles ne sont pas validées dans le sens ISO du terme. Une méthode de référence validée, c'est une méthode qui aura des données d'études interlaboratoires. Parmi les méthodes alternatives, il y en a qui sont donc validées, elles sont certifiées par des organismes de certification comme l'AFNOR, Microval, l'AOAC, Nordval, etc. Il peut exister des méthodes alternatives non validées, mais c'est très sporadique, on va dire, et c'est plutôt quelque chose qu'il faut éviter. À ça va s'ajouter la difficulté, ou en tout cas l'autre prisme de la typologie de méthodes. Il y a des méthodes qualitatives, des méthodes quantitatives. Ça veut dire que déjà, pour valider ces différents types de méthodes, on ne va pas faire la même chose, on ne va pas s'intéresser aux mêmes critères de performance. Et puis il y a aussi tout ce qui va être les méthodes de confirmation, de typage, les méthodes d'identification qui font qu'en fait tout ça, ça devient quelque chose d'assez compliqué. Et donc le choix des méthodes analytiques, ça peut être un vrai challenge pour les laboratoires. Je me suis amusé aussi il y a quelques temps à faire un sondage en live avec des utilisateurs de méthodes. Les gens qui ont répondu à ce sondage sont présents ici, c'est assez marrant. Enfin en tout cas certains. Et la question était simple, c'était sur quels critères choisissez-vous une méthode analytique pour les pathogènes? Et ce qui est ce qui était attendu, enfin ce à quoi je m'attendais, c'est pas très surprenant pour le coup, c'est que la performance de ces méthodes, dans les termes de la limite de détection, de la justesse, etc., c'est le premier critère qui est apparu. Et je mettrai dans mon questionnaire l'empreinte carbone, parce que je ne l'avais pas mis, donc il ne pouvait pas le choisir, je suis désolé.
Mais en tout cas, ce critère-là, il apparaît en premier, hein, celui de la performance, bien avant le temps de réponse, bien avant le coût, bien avant tout ça. Donc ça veut dire que finalement, cette performance, elle reste quand même l'un des drivers pour le choix des méthodes. Et depuis les discussions qu'on a eues ce matin, je me questionne beaucoup sur quid des autres drivers et de ce dont on a parlé. Quand on parle de performance d'une méthode microbio, il peut être judicieux de faire la différence entre les performances qui sont attendues, les performances qui sont validées et les performances qui sont vérifiées. C'est vraiment un jargon microbio, hein, parce que le chimiste dans la salle n'aura peut-être pas les mêmes définitions. En tout cas, en microbio, ce qu'on appelle en fait une validation, c'est d'établir l'équivalence entre les performances attendues et les performances validées. Donc, avec l'analogie de l'avion qui n'est pas de moi et qui est très utilisée, c'est est-ce que mon avion est capable de voler? La vérification, c'est établir l'équivalence entre les performances validées et les performances vérifiées. Donc vous voyez, c'est une chaîne, hein, c'est complémentaire. Vous avez besoin que votre avion soit capable de voler et que votre pilote soit capable de piloter l'avion pour arriver à destination. Si vous enlevez l'un ou l'autre, ou les deux, vous avez un problème. Les performances attendues, il y en a plusieurs. Parmi elles, il peut y avoir celles qui sont définies dans les critères réglementaires, hein, tout simplement. Dans l'exemple du règlement européen 2073-2005, où en fait, là, la performance attendue de la méthode, c'est de pouvoir détecter une bactérie dans l'échantillon. Mais ça sous-entend aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que ça prend en compte toute la variabilité possible d'un échantillon, toute la variabilité possible d'une bactérie. Donc c'est des performances qui sont souvent les plus larges, en fait, que les autres. Les performances validées, je ne perds pas trop de temps dessus ce matin parce que je pense que François va en parler aussi plus en détail. En microbio, c'est ce qu'on appelle une validation de méthode. Et donc il existe un standard qui est la 1640 que vous connaissez certainement. Et dans ce standard, la partie 2 s'intéresse à cet aspect-là. Donc juste s'il y a une chose à retenir sur ça, c'est que c'est un process qui est assez long, il peut prendre plusieurs mois, il se passe en 2 étapes. On a une comparaison de méthodes en fait, qui se passe dans un laboratoire expert. Et puis il y a une étude interlaboratoire qui est lancée en fait, uniquement si la première étape est OK. Et pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'échantillons qui sont analysés en fait, au cours de cette étude de validation, donc vous voyez en fait en fonction des différents critères, on peut avoir plusieurs centaines d'échantillons à chaque fois. Donc c'est un gros travail et c'est un travail qui appartient au laboratoire expert et aux fabricants de la méthode. C'est pas l'utilisateur de faire ça. C'est la différence avec la vérification. À présent, les performances de la méthode vérifiée, donc c'est le dernier maillon de la chaîne en fait finalement par rapport à tout ça. C'est décrit dans une autre partie de la norme 1640, qui est la partie 3, et celle-ci, par contre, elle appartient à l'utilisateur, c'est-à-dire au laboratoire qui déploie la méthode. Donc, l'utilisateur de la méthode possède aussi une responsabilité par rapport aux résultats qu'il va délivrer, et donc il a une responsabilité par rapport à cette performance-là. Cette vérification, elle se passera aussi en 2 étapes, très simples, c'est facile à dire, mais la première étape, c'est de démontrer qu'en fait le laboratoire est capable de bien mettre en œuvre la méthode. Cette première étape, elle va se faire sur des matrices qui sont plutôt simples en général. On va faire en sorte que les conditions d'analyse soient les plus simples possibles. Et on va montrer qu'on est capable de mettre en œuvre la méthode, c'est la vérification de la mise en œuvre. Et une fois qu'on a réussi à faire cette étape-là, on peut s'intéresser à des matrices plus complexes et donc passer à la vérification des matrices. Et là, on va être capable de prouver sa capacité à mettre en œuvre une méthode sur des matrices qui sont testées habituellement et qui peuvent être, pour le coup, plus challengeantes et plus pertinentes par rapport à la vie du laboratoire. C'est une vérification donc, qui se passe en 2 étapes, comme je le disais, et un peu comme pour la validation, il existe des critères de performance qui sont propres à chacune de ces étapes et qui sont dépendants aussi du type de méthode qu'on va mettre en œuvre.
Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait on a pour les méthodes qualitatives un descripteur qui va s'apparenter à une limite de détection, un peu comme on le fait pour la validation des méthodes, et François en parlera. Et on a aussi pour les méthodes quantitatives 2 critères de performance qui sont l'écart type de reproductibilité intra-laboratoire et le biais estimé qui demande à chaque fois de faire quelques échantillons, mais vous voyez par rapport au nombre d'analyses qui sont faites en validation, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. C'est pas le même travail, même si après vous avez toutes vos méthodes et puis vous avez toutes vos matrices, donc ça fait quand même un gros travail à la fin, mais pour un bloc, on va dire, c'est pas la même dimension. Pour ce qui est de la limite de détection estimée, en fait, la LOD50 estimée, donc je détaillais un petit peu le process qu'un laboratoire peut mettre en œuvre. Donc en fait, on a tout simplement, le point de départ, c'est un échantillon contaminé, hein, donc on va faire des contaminations artificielles, pas utiliser des contaminations naturelles, qui est une différence aussi entre la validation et la vérification. Et à partir de cet échantillon contaminé, avec un certain niveau de contamination bien maîtrisé, on va faire des analyses. Et en fait, ça, on va le répéter un certain nombre de fois, donc pour pouvoir correspondre au plus grand nombre et à la grande diversité des laboratoires. Il existe 3 protocoles pour faire ça, avec chacun des avantages et des inconvénients, mais en gros, le message, c'est qu'il y a des protocoles qui s'adressent plutôt aux laboratoires qui sont confiants dans la contamination des échantillons, qui ont l'habitude de le faire, et d'autres, et un autre qui sont plutôt destinés aux laboratoires qui sont moins confiants et qui ont besoin de faire des essais, on va dire, successifs, avant de pouvoir tomber sur le plan d'expérience qui correspond à ce qui est décrit dans la norme. En tout cas, à la fin, ce qui compte, c'est le nombre d'échantillons qui sont réalisés pour faire cette vérification. Et il n'y a pas grande différence entre 8 et 10 échantillons, vous me direz, mais sur beaucoup de méthodes qui sont déployées, sur beaucoup de matrices, ça peut faire une différence assez importante au final. Pour l'écart type de reproductibilité intra-laboratoire, c'est un gros schéma qui fait peur, mais ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, vous avez 10 échantillons que vous analysez en double, dans 2 conditions qui sont différentes, les conditions A, les conditions B. Donc souvent, c'est un technicien, une étuve, un lot de milieu, etc., qui vont changer. L'idée, c'est de faire le maximum de variabilité entre les conditions pour pouvoir vraiment déterminer un indicateur qui a du sens en fait, pour votre laboratoire. Voilà. Et puis pour le biais estimé, c'est pareil. Donc on a des échantillons qui sont contaminés avec différents niveaux d'inoculation et on va faire la méthode quantitative sur ces échantillons contaminés et aussi sur l'inoculum qui a servi à les contaminer. L'idée, c'est que si je mets 100 cellules dans mon échantillon, est-ce que je retrouve 100 cellules à la fin? Ou est-ce que j'en trouve 50? Ou est-ce que j'en trouve une? Ou est-ce que j'en trouve pas? Donc c'est vraiment ça l'idée de la performance de la méthode vérifiée et dans la partie vérification des matrices alimentaires. Donc là, vous pouvez vous amuser sur ce plan d'expérience-là à mettre des matrices qui peuvent être très challengeantes, qui sont justement pas testées dans la validation, etc. La vérification, bien sûr, c'est un travail qui implique le laboratoire, c'est son travail en fait, parce que ce sont ses performances qui doivent être vérifiées. Juste un clin d'œil, en fait, la vérification, on n'est pas obligé de la faire seul non plus. Ça veut dire que les performances du laboratoire, c'est une chose, mais tout ce qui est dans la préparation, tout ce qui est dans la gestion qu'il y a derrière, on peut se faire aider. Voilà, il existe des structures qui peuvent vous aider et nous, on peut le faire, par exemple. Alors, c'est beau tout ça, mais la 1640, au final, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un standard qui n'est pas mort, qui est loin d'être mort, qui est vraiment dans une dynamique très forte aujourd'hui. Moi, je suis le... Ah non, c'est toi peut-être le dernier qui est arrivé dans la course. Mais moi, je suis arrivé en 2017 dans le groupe et je ne sais pas combien de temps, ça fait 6 ans. J'ai vu le nombre de parties doubler peut-être. Donc en fait, je me suis amusé à représenter ça parce que le nombre de parties dans la 1640 en fonction des années, et finalement ça fit plus ou moins bien avec une croissance exponentielle. Donc j'espère qu'en 2030 on ne sera pas à 30 parties dans la 1640, qu'on arrivera à gérer un peu mieux les protocoles, mais en tout cas c'est pour vous montrer que c'est
c'est un standard, c'est une norme qui est particulièrement dynamique et qui attire des experts du monde entier pour travailler sur ces protocoles de validation des méthodes d'une façon générale. Et ça, c'est hyper agréable de travailler dans ce contexte-là parce que ça veut dire que c'est un standard qui est en constante amélioration et qui permet, in fine, de mieux servir les utilisateurs des méthodes. Donc en fait, pour y voir un peu plus clair dans toutes ces parties, parce que c'est assez complexe, il y a la meilleure façon que j'ai trouvé de représenter tout ça, c'est de s'intéresser aux besoins, à la reconnaissance, à l'utilisateur, à la propriété un peu d'une méthode, c'est important, et puis surtout à son objectif. Et en fait, finalement, quand on classe un peu les parties de la C140 de cette façon, on peut mieux comprendre comment les utiliser finalement. Donc en fait, tout ce qui va être pour faire de la validation de méthodes alternatives et qui se destine à plusieurs utilisateurs, mais qui est quand même bloqué sur les méthodes propriétaires, c'est-à-dire les méthodes commerciales. Ça va être les parties 2, 6 et 7, c'est pas dans l'ordre, hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est chronologique. Donc la partie 2, c'est celle dont j'ai parlé, dont François parlera, c'est tout ce qui concerne la détection, l'énumération. Pour la confirmation, c'est la partie 6, et pour l'identification, c'est la partie 7. Elle est un peu grisée parce qu'elle n'est pas encore publiée, mais elle est publiquement accessible, en tout cas le descriptif sur le site de l'ISO. Donc c'est une partie de la C140 qui va permettre de valider des nouvelles méthodes, des méthodes alternatives d'identification. Okay. La différence entre identification et confirmation, elle est subtile, mais elle est importante. C'est qu'en fait, une confirmation, elle vous dit oui ou non, confirme le résultat qui est présomptif, alors qu'une identification, ça nous donne un résultat qui n'est pas binaire, ça vous donne une identité d'un micro-organisme. Et donc, ça nécessite une partie complètement différente parce que finalement, la façon dont on va interpréter ces résultats va être fondamentalement différente. À cela vient s'ajouter la partie 5, qui est un peu le vilain petit canard, parce que personne ne veut l'utiliser, mais en tout cas elle existe, elle a été publiée. Et en fait, c'est un protocole un peu particulier, puisqu'il permet de valider des méthodes pour lesquelles il existe dans le monde pas suffisamment de laboratoires pour participer à un essai interlaboratoire. Donc c'est un protocole un peu rapide de validation pour répondre à des urgences, on va dire. Donc à ma connaissance, il n'a pas été déployé dans la vraie vie pour le moment. Mais en tout cas, c'est un protocole qui peut exister, mais qui lui va plutôt concerner des laboratoires, on va dire, qui sont sur des dangers émergents, ce genre de choses, quoi. Il y a aussi l'une des parties qui est à mon sens très intéressante et très importante pour les utilisateurs de méthodes, ça va être la partie 4. Cette partie 4, vous voyez, elle revient un peu plus loin dans le tableau, parce qu'en fait, elle va s'adresser à des méthodes internes. Donc en fait, ce n'est pas une validation qui va être disponible pour tout le monde. Hein. Si un jour le labo A va valider une méthode en C140-4 pour lui, ce sera une méthode interne, elle ne sera pas validée pour d'autres utilisateurs. Par contre, on peut aussi imaginer un schéma comme, par exemple, le labo A fait cette validation partie 4 et ensuite organise une validation partie 5. Et donc, cette méthode pourrait être validée pour tout le monde. Donc, il faut aussi imaginer ça comme un jeu avec quelques règles, mais en tout cas, ça pourrait être un jour réalisé de cette façon. En tout cas, cette partie 4, elle est importante parce qu'elle permet à n'importe quel laboratoire qui veut développer une méthode interne de faire reconnaître sa performance en fait, à l'extérieur, et notamment auprès de ses clients, par exemple. Et ne pas se lancer dans une sorte de validation bricolée avec des bouts de données dans tous les sens et dire ensuite derrière, vous voyez, ma méthode elle marche, mais j'en suis pas trop sûr, quoi. Donc ça permet au laboratoire d'être confort sur les performances de sa méthode et de vendre en fait une analyse qui serait un peu sur mesure, hein, sur par exemple un critère microbiologique particulier, et de le faire de façon reconnue en fait, puisque c'est décrit dans un standard ISO 16140. Bon, c'est pas non plus une révolution à cette partie 4 parce que en gros elle est très inspirée de la partie 2, donc le drawback c'est que ça représente quand même beaucoup de travail pour le laboratoire qui va la mettre en œuvre. Si vous vous souvenez du nombre d'échantillons dont je parlais tout à l'heure, ça
ça s'approche de ces niveaux-là. Donc c'est pas quand même quelque chose que vous allez vous lancer ou c'est pas quelque chose que vous allez peut-être confier à votre stagiaire de DUT ou de BUT, je sais plus comment on dit. But. À cela vient s'ajouter également l'ISO 17468, donc rien à voir en termes de chiffres, hein, vous avez reconnu que ce n'est pas le même 1640, pourtant c'est quand même lié à la famille, puisque en fait c'est le standard qui sert à valider les méthodes de référence. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les méthodes de référence, les utilisateurs s'en foutaient un peu de savoir si elle était validée ou pas, hein, parce que bon, c'était une méthode de référence, donc ça veut dire qu'elle marche. Sauf que finalement, aujourd'hui, quand on est intéressé par la démarche de vérification, vous vous souvenez, la première étape de la vérification, c'est de s'assurer que la méthode qu'on a mise en œuvre, elle est correctement mise en œuvre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va se comparer à des performances validées. Ça veut dire que pour une méthode alternative, on va regarder le rapport de validation, mais pour une méthode de référence, on va regarder les données de validation de la méthode de référence. Et ces données de validation, en fait, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des méthodes qui sont validées avec ça et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un sujet qui est qui représente un gros travail en ce moment pour les groupes de travail de l'ISO. Et puis la dernière, c'est donc la vérification, la 1640-3 dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de se poser la question, c'est qui met en œuvre cette validation et pour qui? Parce que, en fait, les méthodes, les parties 2, 6, 7, dont je parlais tout à l'heure pour la validation un peu classique, c'est toujours un laboratoire expert qui va faire une validation pour tout le monde, finalement. C'est un travail qui est fait en one-shot, il valide ça pour tout le monde. Pour la partie 5, c'est particulier parce que bon, c'est le groupe de laboratoires qui sont experts sur ce domaine-là qui vont faire ça. Pour la partie 4, c'est un utilisateur qui va faire ça pour lui tout seul, donc c'est son travail pour lui-même. Pour la 17468, c'est le groupe de travail de l'ISO qui va faire ce travail-là pour tout le monde aussi, c'est une vraie validation. Et pour la vérification, c'est le laboratoire pour lui-même. Donc vous voyez, ces différentes parties de l'ISO 1640, elles ne s'adressent pas forcément au même public à chaque fois, mais à chaque fois, le but réel, en fait, le livrable, finalement, c'est que le résultat qui est donné au client, il soit fiable et puis le plus proche de la réalité possible. Donc au niveau de la 1640, je disais tout à l'heure que c'était très dynamique, et ça l'était il y a quelques années, ça l'est encore aujourd'hui, beaucoup. Donc aujourd'hui, vous savez certainement qu'il y a un amendement qui est prévu pour la partie 4 qui va vous permettre de valider en interne des tailles de prise d'essai qui sont plus grandes que celles qui sont validées dans la méthode. Pour la partie 2, il y a aussi un amendement qui est en cours d'enquête qui rajoute des petits détails et puis qui va aussi surtout rajouter une annexe qui vous permet de valider des méthodes de test de stérilité commerciale. Ça passe dans un amendement, mais ça représente quand même quelque chose d'assez important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réelle validation pour ce type de méthode. Donc c'est un nouveau je vais les dire paradigme, c'est un peu fort, mais un nouveau schéma de validation en fait, pour ce type de méthodes qui sont finalement assez particulières parmi les méthodes de détection. La partie 7, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est pour l'identification, qui est aussi une grosse partie de l'ISO 1640. Et puis, il y a une révision complète de la 17468 pour la validation des méthodes de référence. S'il y a vraiment un truc à retenir de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est aller voir le site du SC9. Le site du SC9. Le SC9, c'est le Subcommittee 9, c'est le sous-comité microbiologie du comité microbiologie de l'ISO. Pourquoi je vous dirige vers ce site? J'ai même fait un QR code pour que vous puissiez le regarder tout de suite et que le sauvegardiez dans votre téléphone. C'est qu'en fait, c'est le site où vous allez retrouver l'information à jour et complète sur la 1640. J'aime bien le rappeler parce qu'en fait, c'est pas évident, ça coule pas de source, hein, le SC9. Les gens, ils n'ont pas ça en tête tout de suite dès qu'on parle de l'ISO 1640 et pourtant, allez-y, vraiment, c'est vraiment la meilleure source d'information. Vous allez surtout retrouver, en fait, ici, là, du supporting materials. Supporting materials, c'est
des fichiers Excel qui vous permettent de faire les calculs. Souvent, c'est le plus gros truc qui va coincer quand on se lance dans ce travail-là, c'est comment on va calculer, comment on va interpréter les résultats. Mais en fait, ils sont là, les fichiers Excel, ils sont disponibles, ils sont gratuits, ils sont accessibles, donc prenez-les. Vous avez aussi des webinars qui sont enregistrés par le groupe de travail de l'ISO, donc qui expliquent tout en détail. Ça prend du temps, c'est en anglais, il me semble, je ne sais pas vérifier, mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations. Et puis, vous avez aussi donc directement les slides qui vous permettent de retrouver en fait, tous ces protocoles-là. Et vous allez bientôt retrouver, elle n'est pas encore en ligne, en tout cas hier, elle n'y était pas, une FAQ pour la vérification. Donc, c'est Frequently Asked Questions. En français, on dit foire aux questions. C'est toutes les questions qui peuvent être posées en fait, sur la 1640-3, donc la vérification, et puis les réponses du groupe de travail. Donc, souvent, c'est des choses qui ne sont pas forcément explicitées dans le standard, mais ça vaut vraiment le coup de parcourir cette FAQ parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus sereinement en fait, dans la vérification. Je vous remercie. Ah non.